Le vendredi 15 juillet s'est tenu le Conseil des ministres sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les membres du gouvernement ont planché sur plusieurs dossiers. Vous aurez le communiqué de ces travaux dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira de la cité de l'Union africaine où s'est tenu ce vendredi 15 juillet le 62e Conseil des ministres sous la haute autorité du président de la République. Comme à chaque fois, l'objectif visé par le chef de l'État et les membres du gouvernement est de permettre aux populations de se tirer d'affaire face au train-train quotidien auquel sont confrontées la population. Outre la communication du chef de l'État, plusieurs dossiers ont été examinés. Du président de la République, chef de l'État, portait sur 3 points principaux, à savoir 1. De la viabilisation de la cité urbaine de Kanluka. Faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier au quartier Kanluka, Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Lubudi, le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et de mobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Kanluka soit effective. La régie des eaux est de son côté, chargée de planifier pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement a posteriori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs sur le territoire national, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et de fourniture d'eau, d'électricité notamment. Dans cette démarche a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisées sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-service. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est fait au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain Conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Les 20 piliers prioritaires du chef de l'État capent vers la matérialisation, première partie. C'est l'intitulé d'un documentaire sur les axes stratégiques du président de la République. En voici une bande-annonce. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau,
et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. L'homme sera au centre de toutes vos actions dans les différents domaines de la vie. Amener ensemble les changements promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. Le respect des droits humains et libertés fondamentales sera assuré. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans toutes les nations du monde, lorsque des choses sont par terre, s'il y a une chose qu'on peut demander, sur laquelle il faut travailler pour relever la nation, c'est la justice. La période avant et la période après, il y a une volonté politique réelle de bien faire et qu'il faut améliorer. Nous ne connaissons plus cette affaire-là de voir à nos bureaux ici ou bien à l'extérieur, voir les agents de renseignement venir nous épier, ça n'existe plus. Les Congolais aujourd'hui demandent pourquoi le président fait plusieurs sorties. Il n'est pas sorti pour rien en aller simple, non. Donc les enjeux du prochain millénaire se joueront dans notre pays et nous devons être à la hauteur. À la faveur de toutes ces missions avec son Excellence Monsieur le Président de la République, des portes nous ont été ouvertes parce que nous nous sommes appuyés sur sa caution morale pour que les gens nous disent on peut vous recevoir parce que le Président de la République fait de la question de la promotion des investissements et du climat des affaires parmi les chevaux de bataille les plus importants. C'est seulement dans les mandats de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les grands gestionnaires sont traqués. Il a donné la liberté à l'inspection générale des finances d'atteindre ce niveau-là parce que les antivaleurs étaient vraiment à un niveau inqualifiable. Hier, les jeunes étaient tués par le simple fait qu'ils étaient en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, les jeunes qui étaient en conflit avec la loi aujourd'hui sont transformés en bâtisseurs de la République à travers le service national. Je ne veux plus dans notre pays, et ça c'est le souhait du président de la République, quand il dit qu'il veut que le fonctionnaire puisse retrouver sa dignité d'attente, eh bien, moi je souhaite qu'on ne puisse plus regarder un fonctionnaire comme un simple agent avec un salaire qui va avec, mais plutôt comme une ressource humaine, une valeur ajoutée, un acteur du développement, quelqu'un qui crée de la richesse, mais qui n'est pas une charge pour l'État. Rendons-nous à la primature où le chef de gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec une délégation des femmes réunies au sein du réseau Wise Winner. Celle-ci est allée vendredi 15 juillet pour rendre compte des conclusions des plusieurs échanges qu'elle a eus avec différents acteurs politiques de la RDC pour la recherche de la paix dans l'est du pays. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga pour le reportage. Dans des moments de troubles et d'insécurité, tels que cela sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins, la présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge sur les défis à relever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommé Wise Women, a exprimé
au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation pour échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défis, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements de population. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le Premier ministre a été très très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes sécuritaires en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui luttent pour la paix dans la sous-région, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. 92%, c'est le taux de réussite des stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui a présidé cette cérémonie au nom du président de la République, John Dibou. Thierry Nzazi nous en parle. Faisons d'une pierre deux coups. Il s'est clôturé la deuxième promotion et l'ouverture de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Korenga qui a, au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, présidé cette cérémonie. Il a salué la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Chers lauréats, alors que nous célébrons la fin de votre formation, recevez, au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, celui du gouvernement et au mien propre, toutes nos félicitations. Et espérons qu'à la formation reçue équivaudra des fonctions où vous serez appelés à donner le meilleur de vous-même. Le chef d'état-major des FARDC, le général Célestin Balamoussance, a rendu un hommage appuyé au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général de brigade Godefroy Mouland Nawej, a lui procédé à la proclamation des résultats. Sur les 26 stagiaires inscrits au début de la session, seuls 25 sont arrivés en fin de formation. Parmi ces derniers, 23 ont réussi. Le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, et l'ambassadeur de France en RDC étaient également présents à cette cérémonie. Autre fait de l'actualité, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo, a visité les installations du Centre national de formation professionnelle des personnes vivant avec handicap de la commune de Kasavubu, ceci pour d'éventuels travaux de rénovation de cette structure. Les détails avec Betty Amani. Après la promulgation et la publication au journal officiel de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, l'heure est à la mise en place de mécanismes et de structures pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo Diata, met ainsi les batteries en marche pour gagner le pari de l'autonomisation de cette couche sociale. Accompagnée du partenaire de ses succès, la ministre déléguée a visité les installations du Centre de formation professionnelle des personnes vivant avec handicap, Senafi, dans la commune de Kasavubu, pour s'assurer de sa modernisation et de sa viabilisation. Et ce, dans le but de promouvoir et de valoriser les œuvres de création et d'esprit de ce compatriote. Cette structure créée pour former les personnes vivant avec handicap est actuellement en état de délabrement avancé. De l'atelier mécanique à la salle de la céramique, en passant par les salles de la sérigraphie,
des coupes-coutures et des vanneries, les constats est amer. Un tableau qui présente la vestuté des équipements, les délabrements de la toiture et les problèmes d'électricité devant faire fonctionner les équipements existants. La ministre a promis la construction d'un centre culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'autres activités pour rendre ces sites viables. Clôture des travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes par le ministre des Postes et Télécommunications Augustin Kibassa Maliba, ouvert le lundi 4 juillet dernier ici à Kinshasa. Ces travaux qui se sont déroulés pendant 10 jours ont permis aux postiers africains d'approfondir la réflexion et d'enrichir les débats sur la transformation digitale de la poste africaine. C'est reparti avec Nono Mantikou. Capitale africaine de la Poste, Kinshasa a pendant 10 jours servi de cadre aux délégués postiers africains qui ont pris part à la session ordinaire 2022 du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Une 40e du genre qui a connu des débats houlés sur l'avenir de la poste africaine avec en somme une série de recommandations reprises dans un communiqué final sanctionnant les 10 assises. Les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, qui a clôturé ses assises, au nom du Premier ministre Samalou Kondé, a souligné que cette 40e session de l'UPAP est une contribution non négligeable au rayonnement continental et s'intègre également à la vision du chef de l'État sur le développement de la poste congolaise à travers les projets des 145 territoires. Pour Augustin Kibassa Maliba, la tenue de ces forums à Kinshasa impactera positivement les retours de la RDC et la prise en compte de sa voix sur l'échiquier international. Soyez les ambassadeurs de notre hospitalité, de notre savoir-faire, de notre culture, dont un échantillon valable vous a été offert lors de la soirée d'accueil il y a 2 jours, et l'enthousiasme exprimé en a été la preuve éloquente. Construisons donc ensemble une Afrique plus forte, plus connectée, plus paisible. Formuler des recommandations est une chose, l'appliquer en est une autre qui nécessite une volonté ferme. Les warriors en charge des postes et télécommunications a en ce sens exhorté ses postiers représentant les 45 pays de l'UPAP à un engagement sans condition à réaliser ces recommandations pour les biens de l'Afrique et l'avenir de la poste continentale. Les préparatifs de la conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications, sujet au cœur des discussions qui a mis autour d'une même table le ministre congolais des Postes et Télécommunications Augustin Maliba avec l'ambassadeur algérien Machiko Metoki. La rencontre a eu lieu le 13 juillet dernier. On en parle avec Nono Mantikou. Accompagné du directeur général de la SCTP et du président du collège de conseillers de l'ARPT, le directeur général de l'Union postale universelle, Masaiko Metoki, a tenu à présenter à Augustin Kibassa Maliba ses félicitations pour la tenue de la 40e session de l'Union panafricaine de postes à Kinshasa pour son tout premier voyage en RDC. À l'occasion de ces assises africaines, le directeur général de l'UPU reste engagé et déterminé pour le développement du secteur postal congolais. Par ailleurs, dans une autre audience, Augustin Kibassa Maliba a échangé avec Toufik Djouma, l'ambassadeur d'Algérie en RDC. Il était question du renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 États RDC-Algérie. Ça a été l'occasion également d'aborder avec lui des questions bilatérales et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les 2 pays. Donc nous comptons que la visite de M. le ministre en Algérie apportera une valeur ajoutée à la coopération entre les 2 pays, précisément dans le domaine de la poste et des télécommunications. Et à cet égard, on a un réel potentiel de renforcement de la coopération dans ce domaine et l'Algérie est disposée à apporter sa contribution dans l'effort mené par la RDC dans ce domaine. Le ministre de Pétentik est attendu à Alger à la 6e session de la conférence de plénipotentiaires de l'Union africaine de télécommunications.
Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo a fait l'objet de plusieurs rencontres entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga, avec différentes délégations des partis politiques. On se plie dans ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante en concertation avec différentes délégations des partis politiques. Pour ce faire, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, a échangé avec une délégation de l'Union nationale des nationalistes conduite par son secrétaire général, Maître Laurent Moukouba. Nous sommes venus partager avec la CENI en ce qui concerne les processus électoraux. La loi électorale, sans oublier la cartographie. Avec la délégation de la dynamique progressiste et révolutionnaire d'IPRO, les échanges avec le deuxième vice-président ont tourné autour du processus électoral. Ils nous ont rassurés de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. En réaction, nous avons formulé nos observations, rassurés de notre accompagnement, en tout cas pour l'atterrissage en douceur. Par la suite, Didi Manaralinga s'est entretenu avec le professeur Willy Makiachi, secrétaire du Parti lumbiste unifié. Les autorités de la CENI ont insisté que nous puissions communiquer et rassurer nos militants, nos bases et toute la population que quoi qu'il en soit, les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. Une autre audience accordée par le deuxième vice-président est celle du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance au Congo. Nous avons été très contents de comprendre que dans les grandes opérations qui doivent se réaliser au niveau de la CENI, les processus électoraux, les trois grandes, notamment la cartographie et la révision du fichier électoral ainsi que les élections proprement dites, la première grande étape a été terminée avec satisfaction. C'est que ça nous rassure que réellement il y aura élection. Et enfin, Didi Manaralinga, deuxième vice-président de la CENI, a conféré avec Laurent Batumona, président du mouvement de solidarité pour le changement. Merci. Nous ne pourrons que féliciter l'initiative que vient de prendre la CENI d'aller vers les permanences des partis politiques. Il a promis de prochaines séances de clarification, des séances de pédagogie, des séances d'information, et ça nous permet de pouvoir crédibiliser les élections, surtout qu'il est en train de juster des élections transparentes. Transparente signifie qu'il y aura moins de contestation. Et nous pensons que nous sommes sur les doigts chaînés. Les acquis enregistrés par les communautaires dans la lutte contre le VIH-Sida ont été valorisés par les membres de la coalition Plus et Aide. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 15 juillet au Musée national. En présence du représentant de l'ONU-SIDA et de la déléguée de MSF Belgique, des représentants de programmes nationaux de lutte contre le sida et des responsables des organisations de la société civile, les membres de la coalition Plus et Aide ont mis terme à leur voyage de presse d'une semaine à Kinshasa auprès des organisations communautaires et ont salué leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Bélise Mounezero de la coalition Plus le dit davantage. Le programme PODI, qui est un point de distribution communautaire du traitement ARV, nous avons pu voir combien ce programme avait permis aux patients VIH qui sont stables, avec une charge virale indétectable, de maintenant poursuivre leur traitement près de chez eux et ensuite être suivis par leur père, de permettre de mieux adhérer au traitement ou mieux adhérer à la sensibilisation qui est faite dans le cadre de la lutte contre le VIH. Je citerai aussi une visite dans un centre convivial qui nous a permis de voir comment une prise en charge adaptée aux populations clés et une voie non négligeable, incontournable dans la lutte contre le VIH, où nous savons que les peuples font partie de la population où le VIH sévit le plus. Cette rencontre est intervenue en perspective de la 7e reconstitution de ressources du Fonds mondial prévue en octobre prochain à Washington afin que les États y contribuent à 18 milliards pour sauver de vies contre le sida pour le cycle 2024-2026.
Également dans l'actualité, la 6e édition des rencontres Africa, on en parle dans ce journal. Plusieurs chefs d'entreprises étrangères y sont attendus pour des discussions sur le potentiel de la RDC et des possibilités partenariats à nouer. Cette rencontre aura lieu du 22 au 25 novembre 2022 au Pullman Hotel. Emmanuel commissaire José Baïtombo pour la synthèse. C'est dans un esprit plus inclusif et vertueux que grâce à l'Agence nationale de promotion des exportations, les rencontres Africa annoncent la tenue de son édition 2022 en novembre prochain à Kinshasa. L'une ou sinon la plus importante manifestation business to business du continent est une opportunité en or pour les entreprises locales et étrangères de se créer un cadre de collaboration pour des futurs investissements. Avec l'ambition de promouvoir les exportations, le directeur général de l'ANAPEX confirme l'engagement de sa structure dans le projet de développement dans ce secteur. Et ANAPEX aujourd'hui vraiment souhaiterait qu'on puisse avoir cette manifestation ici à Kinshasa, en accord bien sûr avec notre partenaire Marc Hofmeister, qui est le commissaire général de Rencontres Africa. Une manifestation qui va mobiliser plus d'une centaine d'entreprises étrangères à la rencontre des entreprises congolaises pour parler affaires et développer des projets dans quelques grands secteurs. Le commissaire général des Rencontres Africa a invité les entreprises congolaises à s'inscrire à cette rencontre via le lien rencontreafrica.com. L'idée de la manifestation, c'est qu'il y ait des rendez-vous B2B qui soient organisés, qu'il y ait aussi quelques conférences et que ce soit une manifestation qui produise de la valeur et qui apporte des choses au Congo. On rappelle, les rencontres Africa organisées pour la toute première fois en 2016 à Paris servent des tribunes d'exposition aux opportunités d'affaires entre dirigeants africains et français. Parlons infrastructure à présent. Une nouvelle équipe de l'Office des routes est à pied d'œuvre pour les travaux anti-érosifs sur l'axe routier Bukavu-Nimiboué-Minova sur la route nationale numéro 2 depuis le mois de mars. À ce jour, les travaux sont réalisés à 90%, nous dit Eurodis Kitutu. Les travaux de stabilisation de l'effondrement de Kamboulili sur la RN2, axe Bukavu-Nyabibwe-Minova, évolue normalement. Lancé le 23 mai dernier pour une durée de 3 mois, aujourd'hui l'Office des routes est à 90% d'exécution. L'équipe poursuit normalement avec la construction de la glissière après la pose des bus et la construction des murs de soutènement de 33 mètres de longueur sur 5 mètres d'auteur et 60 cm d'épaisseur. Les usagers et riverains de cette route apprécient favorablement l'avancée de ces travaux qui sont presque vers la fin de la première phase. Le chef de quartier Kamboulili, Delas Bahati Bouroko, les motards et autres villageois de Kamboulili dans les territoires décalés souhaitent voir le gouvernement central, à travers les FONER, intervenir dans l'urgence sur d'autres endroits en dégradation très avancée. Nous demandons au gouvernement de continuer à intervenir dans d'autres endroits démolis. Le gouvernement congolais a bien fait d'envoyer les agents ici de l'Office des routes pour venir réhabiliter ici la route. Que le gouvernement fasse encore un autre travail parce que nous avons d'autre part d'où la route est en danger. Qu'il puisse encore venir pour réhabiliter ces milliers-là qui restent. Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER PR 2021 sous la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle BTC. Pona Ekolo, c'est le nom d'un nouveau projet présenté par le président de l'ONG Ekima le 15 juillet dernier. Ceci est une campagne de soutien aux femmes victimes des violences sexuelles à travers notamment l'expo-vente des tableaux de peinture amateurs réalisés par diverses personnalités de la société congolaise. L'activité aura donc lieu le 23 juillet prochain. Détails et explications dans ce reportage. C'est un projet de soutien aux femmes vulnérables, principalement celles de l'Ituri, Kinshasa, Nord et Sud Kivu. Pona Ekolo redonnera espoir à ces vaillantes femmes parfois victimes de violences sexuelles à avoir une raison de croire à une vie meilleure. Alors aujourd'hui, c'était question de les présenter. Qu'est-ce que nous voulons faire à travers ce projet? Mais aussi d'inviter justement les personnes de bonne volonté à participer à la soirée du 23.
Cette conférence de presse tenue à l'Académie de Beaux-Arts, animée par le président de la Fondation Ekima et compagnie, projette déjà la grande messe prévue le samedi prochain. On attend toute contribution de toute manière possible parce que le 23, on va présenter les détails du projet. Donc la personne qui peut contribuer financièrement, pour contribuer de façon logistique, mais aussi un accompagnement, comment je peux dire, moral. Tout est la bienvenue. Pona Ikolo, un rendez-vous culturel pour véhiculer le message de paix, mais aussi lancer une campagne d'assistance humanitaire aux femmes vulnérables. Le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central s'en va en guerre contre la perception illégale de certaines taxes dans cette partie de la République. Une seule taxe est reconnue dans le Congo central en matière des hydrocarbures et celle du petit commerce frontalier des produits pétroliers, a-t-il fait savoir. Dès la magouille dans le secteur des hydrocarbures dans le Congo central, la nouvelle de cette pratique illicite est tombée dans les oreilles du ministre provincial des hydrocarbures de cette partie du pays. Pour arrêter l'hémorragie, Maître Patriala va initier une descente au terminal international conteneurs et manutention, où un service de l'État se donne le luxe de percevoir illégalement d'autres taxes en dehors de la taxe reconnue, à savoir celle sur le petit commerce frontalier de produits pétroliers. Une pratique qui constitue non seulement une violation de loi, mais également une tracasserie, a fait savoir d'un ton ferme le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central. Maître Patriala tient à se conformer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son véritable cheval de bataille. Il projette cependant une réunion avec différents services de l'État. Elle consistera à mettre le point sur le i en ce qui concerne la perception de taxes concernant le secteur des hydrocarbures ainsi que le marquage moléculaire des produits pétroliers. Les récalcitrants vont grincer les dents, a-t-il lâché. Bien avant, le ministre des hydrocarbures avait pris langue avec le directeur général de l'entreprise Entreprodicom. Au menu des échanges, la problématique de la multiplicité de taxes. Adel Améa, DG de Entreprodicom, a rassuré le ministre de la volonté de son entreprise de payer toute taxe conforme aux textes légaux en matière des hydrocarbures dans le Congo central. Un mot de religion pour terminer. Les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud sont en prière pour la paix et soutien aux forces armées de la République. Une campagne d'évangélisation est donc lancée à cette occasion du 18 au 22 juillet prochain. Rodépanda. La RDC est victime de l'insécurité et l'instabilité que les forces négatives et l'agresseur rwandais lui imposent dans la partie est du pays, entraînant ainsi plusieurs morts et des déplacés. Face à l'ampleur de cette situation, les vrais patriotes congolais, de partout où ils se trouvent, s'élèvent pour dire non à cette guerre injuste. Ils veulent habiter dans un Congo sans coup de fusil, où doit régner la paix et fait beau vivre. Parmi ces vrais patriotes, le groupe du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud, archidiocèse de Kinshasa, a organisé une série de prières pour la nation et le soutien aux forces armées congolaises qui combattent au front. Cette série de prières accompagne la campagne d'évangélisation prévue du 18 au 22 juillet 2022 de 16h à 20h à la paroisse Saint-Gabriel de Yolo Sud. Plusieurs orateurs et chantres du Seigneur y sont attendus pour implorer la grâce divine, notamment la sœur Fallon Ikolo, le groupe Les Bergers, qui annonce cet événement. Si tu crois, peuple de Dieu, vous allez vivre la gloire de Dieu. Nous vous appelons, même vous qui êtes des églises de réveil, vous pouvez venir dans cette campagne d'évangélisation pour voir la gloire de Dieu. Ainsi pour notre pays, et priez aussi pour notre pays, parce que dans ces thèmes-là, pour voir la gloire de Dieu, et notre pays aussi doit vivre réellement la gloire de Dieu, afin que la main de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans toute notre vie. Jean 11, verset 40, appelant les fidèles de croire au Seigneur pour voir la gloire de Dieu, c'est le message principal de cette rencontre des enfants de Dieu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end chez vous. Je vous retrouve très prochainement.